Pierre Meuil, donc vous êtes le directeur du CREAM et vous présentez une expo en off de la Biennale Photo. Et non. Donc, non. Je suis directeur du MAD et on présente une exposition dans le cadre de la Biennale. Donc on n'est pas dans le off, mais on fait vraiment partie de la programmation de la Biennale officielle qu'on a fait aussi en collaboration avec... Vous n'êtes pas outsider, vous êtes inside. On est totalement inside. C'est un peu déconvenu avec votre histoire. Enfin bon, c'est une autre... Non, enfin je trouve... De toute façon, moi j'ai beaucoup de questions par rapport à cette notion d'outsider surtout. Je trouve que par exemple dans le cas de Tichy, pour moi c'est une façon d'enlever le nerf de Tichy, de l'enfermer dans une espèce de folie qu'il n'avait pas du tout. Et donc ici vous avez deux artistes, Miroslav Tichy et une artiste américaine totalement inconnue. Et aussi Morten Bartlett, un autre américain, et Loulou, une liégeoise. Ok. Donc il y a quatre artistes là. Quatre artistes. Et le titre de l'expo, c'est Rumors. Donc d'abord, ça cadre dans le cadre de la Biennale. Donc le thème de la Biennale, c'est image de l'amour, amour de l'image. Et donc tous les quatre ont un rapport avec l'image qui est très très lié à un affect et à même quelque chose de très... je ne sais pas comment il faut le dire, mais par exemple dans l'exemple de Lee Gaudi, elle met vraiment son pied entre la porte pour dire non, je suis là, j'existe, et l'image va m'aider à affirmer ma position en tant qu'artiste. Ah oui. Donc elle vivait dans la rue et elle s'est approprié un endroit sur le trottoir devant la Chicago Art Institute, donc l'académie de Chicago, où elle vendait ses œuvres, ses dessins et ses peintures aux passants, et donc elle savait en se mettant là qu'elle allait rencontrer plein d'artistes aussi qui viennent de l'académie, et elle est devenue de cette façon un personnage très important dans la scène artistique de Chicago, mais de sa position en tant que personne qui vit dans la rue. Et pour aider à affirmer cette position en tant qu'artiste, elle allait dans des photomatons s'auto-portraiter, mais en écrivant aussi des choses dessus, en redessinant les yeux, donc elle prenait parfois des feuilles blanches ou des dessins qu'elle tenait devant elle pour avoir un espace blanc dans la photo pour pouvoir après écrire des choses là-dessus, où elle dit qu'elle est une impressionniste française, elle se déguise en murialiste avec un béret noir, elle se photographie avec des billets de dollars, et ce sont des prêts qu'on a eu de la Carl Hamler Gallery à Chicago, qui l'a connue elle, et on se rend compte que son travail a pris beaucoup d'importance maintenant aussi. Donc ce sont des artistes qui finalement au départ ne se prenaient pas pour des artistes. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ne se prenaient pas pour des artistes, parce que dans l'exemple de Tichy par exemple, pour moi c'est vraiment important de savoir que c'est quelqu'un qui a vécu après le printemps de Prague, une période dans un pays qui était sous une répression très très forte et qui a connu une liberté avant, et que lui, d'une façon très très explicite, a pris une distance par rapport à la société, c'est vraiment mis dans cette marginalité, dans cette position qu'il avait, qui était très très marginale, mais qui est en dehors de la société, et à partir de là, produire des photos, faire lui-même des appareils photos. Il avait des appareils photos qui fonctionnent, il avait des bons appareils, mais il choisit de ne pas les utiliser et de fabriquer un appareil photo avec du carton, des bouts de ficelle et des lentilles de lunettes qui polissaient, des bouts de plexi, etc. Donc il n'a même pas employé les objectifs de ces appareils, il en a fait vraiment des nouveaux lui-même, avec de la récup. Et je trouve que c'est une position qu'on ne peut pas enfermé dans une espèce
d'inconscience ou de ne pas savoir ce qu'on fait. Je crois que dans son cas, par exemple, c'est vraiment une position très très claire et qu'on a assez facilement après réinterprété comme quelque chose, c'est quelqu'un qui est un peu fou, qui est en dehors de la réalité, oui, mais à mon avis, ça a été un choix très très conscient et qui est aussi très lié à la situation politique et de société dans laquelle il vit. Il n'avait pas rencontré, je pense, en 74, le directeur du Kunstforum qu'il a un peu tiré de l'oubli. C'était un SDF, pratiquement. C'est un psychiatre suisse qui s'appelle Roman Buxbaum qui l'a découvert en fait. Et puis après lui, il l'a mis en contact avec Harald Zeman avec Tichy. Et comme ça, il a été montré, parce que pour lui, en effet, une fois qu'il avait fait les photos, il les déposait chez lui et ça n'avait plus aucune valeur. Mais finalement, les artistes outsiders, c'est comme dans les insiders, c'est toujours une question de relation, de hasard, de rencontre avec la bonne personne finalement. Oui, et aussi une relation avec le marché de l'art qui est tout à fait différente. Je trouve que c'est là qu'on voit le plus la différence entre ceux qu'on appelle outsiders et ceux qui ne le sont pas. Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps, la galerie Christian Berst à Paris avait organisé une rencontre avec Christian Boltanski pour parler de l'art outsider et de la relation avec l'art contemporain. Ici, l'art outsider est soluble dans l'art contemporain. Et bon, d'abord, il a dit « je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que c'est l'art brut, je ne sais pas ce que c'est l'art outsider, etc. » Mais il a dit quelque chose aussi que je trouvais vraiment beau. Il dit « pour moi, la seule différence, c'est que quand les enfants jouent aux cow-boys et aux indiens, ils mettent un chapeau de cow-boy ou une plume dans les cheveux, ils sont cow-boys, ils sont indiens. Mais il y en a, quand la maman les appelle pour dire « il faut venir manger », qui enlèvent leur chapeau et ils vont manger. Et on a des autres qui continuent à être cow-boys et continuent à être indiens. » Et je trouvais que ça, c'était c'est une bête anecdote ou une image un peu peut-être naïve. Mais je trouve que là, on touche beaucoup s'il y a une différence, que je crois qu'elle se trouve plutôt là-dedans. Et que, après, la façon dont on nomme qui est un outsider et qui ne l'est pas, là, je crois que là, il y a quand même beaucoup aussi de marché et de stratégie qui joue aussi, parce que je connais pas mal d'artistes contemporains qu'on pourra aussi bien catégoriser dans l'art outsider si on prend les mêmes références qu'on utilise pour ces artistes-là et vice-versa. Ok. Quentin Bajac, il a dit la plus grande découverte depuis 20 années de photographie. Merci beaucoup. C'est pas vous, finalement, ce n'est pas vous alors, qui avez indexé pour sortir de l'ombre Tichy, Miroslav Tichy. Je suis plutôt un petit voisin qui a eu la chance de le connaître, de comprendre que c'est grand art, c'est parce que personne d'autre ne l'a vu, et de l'introduire aux grands gens de l'art. Vous l'avez introduit, enfin, vous l'avez fait connaître à Harald Zeman, c'est ça? Oui. C'est vous qui l'avez fait connaître à Harald Zeman. Oui. Et Harald Zeman directement a compris que c'était quelqu'un d'important, qu'il fallait absolument sortir de l'ombre. C'est ça. Alors à Harald Zeman, j'ai montré des photos de Tichy déjà 1989 ou 89. Il a attendu 2004. C'est pas lui qui a attendu, il était tout de suite intéressé. Mais moi, j'étais hésitante parce que Tichy lui-même, il était très ambivalent de montrer ses photos. Mais Zeman a rencontré Tichy? Non. Mais
comme moi-même était artiste, on était en Suisse, on avait une communication avec Harald Seemann. Mais qui a fait la notoriété de Tichy, finalement? Là? Qui l'a fait connaître? Harald Seemann n'a jamais visité Tichy. Quelle est la personne qui l'a fait? C'est vous? Oui, moi je l'ai documenté, je l'ai collectionné, j'ai collectionné l'œuvre et j'ai montré l'œuvre à tous mes amis. Entre mes amis, il y avait des gens comme Harald Seemann. Et dans un certain point, j'ai dit à Harald Seemann, je pense qu'on devrait le faire parce qu'il devient vieux, Tichy. C'était à la Biennale de Venise, je lui ai dit 2003. Et Harald, il a dit oui, la prochaine exposition. Et il m'a appelé un mois depuis, oui, nous allons le faire. Alors, c'est comment ça marchait, mais moi, je n'ai jamais, c'était jamais mon intention de devenir galériste ou collectionneur, mais c'était une fascination de ma part. C'est pourquoi je l'ai montré à tous les gens et j'ai amené beaucoup de gens chez Tichy. Harald Seemann, il était trop too busy pour le prendre là, mais il y avait beaucoup des artistes qui sont venus voir son œuvre. Parmi autres, Arnulf Rainer est venu regarder. Et comme ça, commencer. Mais ça... Et donc les photos là, elles sont dans l'état originel avec leur passe-partout. Oui, bien sûr. Par exemple celle-ci. Celle-ci, c'est lui qui découpait comme ça l'image pour la coller. Bien sûr, toutes les photos, elles sont uniques. Elles sont uniques. Elles sont œuvres uniques. Parce que pour lui, c'était pas intéressant de faire quelques éditions. Il fonctionnait différemment. Il a photographié tout le jour. Soir, il voulait voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, oui. On peut le classifier comme quoi? Comme un obsédé du voyeurisme? Non, bien sûr, c'est une abréviation trop courte. Il y a beaucoup de voyeurs, il y a beaucoup de photographes, mais il y a seulement un Tichy. Mais je suis sûr que moi aussi j'étais intéressé parce que je suis aussi psychiatre de son relation avec des femmes. Je suis bien sûr qu'il n'était pas un voyeur qui s'intéressait aux sentiments érotiques sur les photos. C'était pas son objectif. C'est quoi son objectif? C'est plus complexe. Lui, il était étudiant des arts. Il était dans une classe de professeur Jelipski. C'était une classe de peinture et de dessin. Et déjà là, comme jeune étudiant, il aimait beaucoup faire des dessins, des modèles nus. C'était le modèle nu qui le fascinait dans l'académie. Et plus dans 1948, quand la situation a changé, il y avait le coup communiste. Et soudainement, sur
dans les classes des étudiants, le modèle nu, ça n'existait plus, c'était bourgeois, c'était éroticisme bourgeois. Et il y avait les ouvriers avec un marceau pour dessiner. Alors, il a été interné. Alors Tichy, il a décidé de ne plus aller à l'académie, aussi parce qu'il rejetait la doctrine du réalisme socialiste comme doctrine et il continue de peindre et dessiner dans un style prohibé. Et il a retrouvé ces modèles sur la rue. D'accord. Bonjour. Ça va? Bien. Alors les deux autres artistes, c'est Loulou, ouais. Louise Tournay, qui a vécu à Liège et qui... Elle est morte maintenant? Oui, elle est morte il y a quelques années. Son travail est dans les collections les plus importantes en Europe d'art brut, donc la collection d'art brut à Lausanne, la collection de Buffet. Elle est aussi dans la collection La Racine, qui est au LAM à Villeneuve-d'Ascq, la création franche à Bordeaux, à Bègue. Mais je trouve que c'était assez particulier de voir qu'ici à Liège, ça fait très longtemps qu'on a encore vu son travail et que son travail a disparu dans la nature, chez des gens qui l'ont connu, chez des gens qui l'ont croisé à l'Académie ou à Sainte-Marguerite, et qu'elle aussi, il y a cette rumeur de Loulou, ce mythe urbain un peu de cette vieille femme qui marchait dans la rue à Sainte-Marguerite de son atelier chez elle et de retour avec des boîtes en carton de lessive avec ses sculptures. Et en recherchant toutes ces œuvres chez les particuliers, on s'est rendu compte que chacun avait sa propre histoire, comment ils l'ont rencontrée, ce qu'elle faisait, etc. Elle vient d'où ces œuvres? Ici, de Liégeois? Elles Oui. viennent de Liégeois? Oui. De collectionneurs liégeois? Oui, ou de gens même des gens qui ne sont pas collectionneurs, mais qui ont une œuvre à elle, ou quelques parce qu'ils l'ont connue. Et les autres qui sont aussi collectionneurs. Mais elle a commencé à l'Académie à Liège, ici. Mais Oui, quand je l'ai croisée aussi. Ah oui. Ouais. Et, Il y a quelques années. et ce que je trouve remarquable aussi, c'est qu'elle a créé cet univers de tous ces personnages qui peuplent probablement son imaginaire. Mais quel est le rapport avec la photo ici? Il n'y a pas de rapport avec la photo, mais il y a un rapport aussi avec ce rapport entre la biographie, le mythe de l'artiste, et dans chacun des artistes, il y a le mythe qui domine souvent sur l'œuvre, et un essai de remettre en avant l'œuvre sans pour autant détruire le mythe, mais remettre en avant l'œuvre sans qu'elle soit dominée par le mythe de la vie de l'artiste et de la vie de l'outsider, de la vie qui est souvent très exotique ou qui fait peur. Alors ici, on est où? Martin Bartlett, c'est un Américain aussi. C'est une galeriste new-yorkaise qui a acheté une boîte en brocante à New York dans les années 80, je crois. Et qui a trouvé, parce qu'il y avait plein de poupées démontées, grandeur nature, des poupées de filles. Et en les assemblant chez elle, elle a vu que dans la boîte, il y avait plein de photos, des tirages et des habits, beaucoup d'habits. Et elle est allée chercher ce que c'est, et donc elle a découvert le travail de vie de Martin Bartlett, qui a toute sa vie en cachette, enfin sans le montrer à quelqu'un, fabriqué ses poupées en plâtre lui-même. Chez lui, qui représentent toutes des filles qu'il mettait en scène dans des poses qui pourraient se retrouver dans un album photo, album de famille, pour créer son album de famille
Sa famille étant les poupées qu'il a fabriquées. Et les poupées qu'il a fabriquées, où il s'est basé sur des livres d'anatomie pour les faire exactement anatomiquement corrects. Et après, les habiller et les mettre en scène et les photographier. D'accord. Ce qui a, bien sûr, le fait qu'on ne le connaît pas, parce qu'on a découvert son travail après sa mort, le fait aussi que ce sont des filles et qu'ils ont quand même parfois des traits. Enfin, ici, on pourrait aussi bien sortir des peintures de Balthus où il y a quand même quelque chose de un peu malsain aussi par rapport à la sexualité et fillettes ici qui sont quand même clairement aussi sexuelles, ou je ne sais pas comment il faut dire. Non, c'est vrai. Tout ça a contribué au mythe de Morton Bartlett, bien sûr. Tu as le même phénomène chez les artistes, entre guillemets, handicapés? Ils ont cette volonté d'exister en tant qu'artistes? Pas tous, mais il y en a. Oui. Il y en a qui l'ont aussi. Ce qui m'étonne toujours, c'est que dans la plupart des ateliers, bien sûr, il y en a plein qui viennent parce que le matin, on vient les chercher en bus et puis qui passent la journée là-bas et le soir ils rentrent et font autre chose. Mais qu'il y en a très souvent un ou deux par atelier, parfois aucun, qui font autre chose. Et qu'on voit tellement clairement la différence entre, par exemple, Pascal Tassini qui a exposé ici juste avant cette expo-ci. Son œuvre il aurait pu travailler dans n'importe quel autre atelier, il aurait fait ça. Il aurait bâti sa propre cabane, son propre espace pour y développer son travail et affirmer sa présence de cette façon-là. Même si, au début, quand il est arrivé à l'atelier, il faisait strictement rien, sauf ranger les choses et aménager son espace. Et c'est à partir de là que son travail s'est développé. Et donc, c'est peut-être quelque chose que j'ai appris aussi en travaillant au SMAC, parce que là, c'était aussi très fort le cas. J'ai toujours du mal à généraliser une condition d'artiste. Je trouve que l'intérêt et l'attention monographique est vraiment importante. Qu'il faut, que ce soit Mark Manders ou Pascal Tassini, il faut suivre l'artiste pour le comprendre et pour voir quel est l'intérêt que toi tu peux avoir dans la relation avec lui, pour qu'il ait le contexte dont il a besoin pour montrer son travail de la façon la plus juste. Où en êtes-vous avec ce nouveau musée là? Il y a un nouveau musée qui est prévu, donc c'est 2 millions d'euros, c'est ça? Pardon? C'est 2 millions d'euros qui vont être consacrés. 1,7 million. 1,7 million. Oui. Donc c'est bientôt ça? C'est très difficile à dire. Oui, c'est bientôt, mais en même temps c'est très loin de nous parce que les 1,7 million ont été approuvés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par la ville et par nous il y a 5 ans, 4 ans. Mais ce qu'on pouvait faire avec 1,7 million il y a 4 ans, on ne peut plus le faire maintenant. Et le cahier de charge a été vraiment dès le début assez surchargé avec des demandes qui sont réelles, qui sont vraiment ce dont on a besoin, mais où dès le début le budget n'était pas assez conséquent pour les réaliser. Et maintenant, on est juste avant le pas de vraiment aller dans la phase d'exécution. C'est ça. Moi, je freine un bon coup pour dire que je veux d'abord être sûr de quelles seront les priorités dans ce cahier de charge qu'on va réaliser et qu'on soit réaliste dans ce qu'on fait pour ne pas se retrouver avec une nouvelle infrastructure, mais qui n'est déjà plus nouvelle même avant qu'elle existe, parce qu'elle est basée sur la réalité du maths d'il y a 5 ans et que la réalité maintenant est tout à fait différente. Et elle a évolué. Donc idéalement, il faudrait le double. Ça dépend. Financièrement, budgétairement parlant. Oui. Ce serait de l'ordre de 4 millions. Et je suis aussi en train de voir s'il n'y a pas des possibilités de diviser le cahier de charge de ce qui est tout comprimé dans ce bâtiment, dans ce projet de bâtiment-ci, dans 2 lieux qui pourraient être complémentaires et faisant partie d'un seul musée, où l'un porte une attention et un conditionnement pour y garder les collections et pour y montrer la collection,
et un autre pour avoir une dynamique qui est plutôt la dynamique d'un centre d'art qui suit aussi la réalité des ateliers, des artistes, etc. Okay. Mais pour ça, bien sûr, il faut trouver des autres moyens et c'est pas vraiment le moment.